Les titres tout de suite. Accord sur la Bosnie à Washington. Américains, Russes, Français, Anglais et Espagnols se sont mis d'accord sur une stratégie. Élections sous haute surveillance au Cambodge à partir de demain. Les Khmers rouges boycottent et menacent. Rebondissement dans la polémique Marseille-Valenciennes. Jacques Glassman, le joueur, maintient que les dirigeants de l'OM ont voulu l'acheter. Il donne des noms. En tennis de table, l'exploit de Jean-Philippe Gatien. Il s'est qualifié pour la finale du championnat du monde. Bonsoir, et avant toute chose, je voudrais dédier ce journal à un ami, Jean-Louis Le Sen, qui vient de mourir. Jean-Louis était notre correspondant à Rome depuis 3 ans. Pour le gouvernement Amato, qui se trouve donc dans une situation précaire, et cela au moment même où... Jean-Louis était victime d'une hémorragie cérébrale, il avait 46 ans, il avait été longtemps correspondant à Rome donc, et au service politique de notre rédaction, il avait même dirigé ce service. Il avait aussi présenté de nombreux journaux télévisés. Et puis surtout, en plus de 20 ans ici, son talent et sa générosité en avaient fait l'un des piliers de la rédaction. Ce soir, nous sommes très tristes à France 2. Le sport donc d'abord avec l'exploit de Jean-Philippe Gatien. Le Français s'est qualifié pour la finale du championnat du monde de tennis de table, plus couramment appelé le ping-pong. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque Gatien était déjà médaille d'argent aux Jeux Olympiques l'année dernière. En revanche, la surprise c'est qu'en finale, il va rencontrer un Belge, Jean-Michel Sèvres, qui a sorti le champion olympique Wallner. Laurent-Frédéric Bollet. Non, il ne s'agit pas d'une nouvelle danse à la mode, juste l'entraînement du Croate Primorac opposé à Jean-Philippe Gatien. Gatien, filou pour les intimes, médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Barcelone et qui a la possibilité de se qualifier pour la finale des championnats du monde. Toujours aussi spectaculaire le tennis de table, mais Gatien qui entame très mal la rencontre, il perd le premier set 21-12, il se reprend alors dans le deuxième set qu'il empoche 21-16. Gatien qui perd pourtant le troisième set 21-17, mais à partir du quatrième la machine est en route, Primorac baisse un peu de rythme, Gatien reste concentré. 21-16 dans le quatrième set, Gatien est alors lancé vers la victoire. La cinquième manche est une formalité, 21-11. Demain, Gatien rencontre en finale le Belge Sèvres, surprenant vainqueur du favori, le Suédois Wallner. Gatien qui, après avoir échoué de justesse au JO, tient peut-être enfin son couronnement de meilleur pongiste du monde. Le rugby maintenant, vous l'avez peut-être vu sur France 2 cet après-midi en direct. Castres s'est finalement qualifié pour les demi-finales du championnat de France. C'était un match rejoué, car Castres, la première fois, avait fait entrer un remplaçant de trop. Cet après-midi, on rejouait donc en conservant le score du premier match, qui était de 38-3 pour Castres. Yann Lavoie. Puisqu'il fallait rejouer ce match, tout Castres était allé jusqu'à Tarbes supporter ses joueurs, ses beaux coqs castrés. Et là, comprenez bien qu'il s'agit de coqs de Castres et non point de Chapon. Et pourtant, c'est Narbonne qui, après une minute de jeu, inscrit les 3 premiers points grâce à ce drop de Lescure. 38-36 pour Castres, qui voit donc tout de suite son avantage fondre comme neige au soleil. Les réactions castraises est emmenée par Carminati, puis relayée par Wetton, qui franchit la ligne de but sans pouvoir aplatir, parvient à donner derrière à Tonini. Premier essai du match, transformé par Labitte, toujours aussi performant. Mais Narbonne possède son éternel petit prince nommé Codorniou. Sur 5 mètres, il va faire la différence et offrir une balle d'essai à Lorenzin. Fabuleux Codorniou qui perce, feinte, fixe et passe. Narbonne atteint la mi-temps avec 10 points de retard, 51-41, car entre-temps, Labitte avait encore frappé sur pénalité. En deuxième mi-temps, les deux équipes vont complètement se libérer et sur cette balle contrée, Belzon va profiter de l'aubaine pour aller marquer le deuxième essai narbonnais. Castres n'a plus que 3 points d'avance, alors c'est l'heure du réveil. Tonini extirpe le ballon d'un regroupement et envoie Laurent Labitte à l'essai, essai transformé. Mais ce n'est pas fini, attaque grand côté et Nicolas Combe transperce les lignes narbonnaises. Score final 71-54, 33-21 si l'on compte que les points marqués aujourd'hui. Labitte, lui, auteur de 20 points, a bien mérité son talent d'or, décerné par les téléspectateurs de France 2. Castres jouera les demi-finales face à Toulon, champion de France en titre. L'accident de la centrale nucléaire de Zaporozhye ravive les inquiétudes sur les dangers des centrales de l'ex-URSS. Une explosion donc qui a eu lieu, explosion sans trop de gravité puisqu'il n'y a pas eu de fuite radioactive. Mais cela allonge la liste des incidents récents sur ces centrales nucléaires. Patrice Pellet, explication.
L'explosion suivie de l'incendie se sont produits à environ 200 mètres du réacteur numéro 5. Ce sont deux ouvriers qui, en faisant une soudure, auraient effectué une fausse manœuvre sur un circuit de refroidissement d'un générateur électrique. Une explosion suivie d'une fuite d'hydrogène non radioactif, selon les autorités. Cet accident en rappelle beaucoup d'autres. Depuis Tchernobyl en 1986, les incidents se multiplient dans l'ex-Union soviétique. Rien qu'en 91, 270 arrêts dans 15 centrales ont été répertoriés. La maîtrise des matériels, l'entretien, la maintenance font qu'on a des installations qui ne sont pas en bon état. Et ça, c'est le premier terme. Le deuxième, c'est la qualité des hommes. Ils sont bons en général, ce sont de bons scientifiques, mais il y a toute une culture d'exploitation, culture de sûreté qui reste complètement à créer. La centrale de Zaporozhye n'est pas du même type que Tchernobyl. Les réacteurs sont emprisonnés dans des enceintes dites de confinement. Zaporozhye, de nouvelle génération, était jusqu'alors présentée comme l'une des plus modernes et des plus sûres du parc nucléaire de l'ex-Union soviétique. Mais depuis hier, son nom a rejoint la longue liste des centrales à problème. Américains, Russes et Européens d'accord sur la Bosnie, tout au moins sur la stratégie commune à adopter dans ce pays. Je vous le disais en titre, l'accord est intervenu il y a très peu de temps à Washington, où les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de Russie, de France, de Grande-Bretagne et d'Espagne se rencontraient ce samedi. Alors tout de suite, on retrouve Jean-Marc Ilouz à Washington. Eh bien Hervé, le point le plus important de cette déclaration commune qui vient tout juste d'être adoptée à Washington entre Russes, Américains et Européens, c'est que pour la première fois, les Américains s'engagent à aller à la rescousse des troupes des Nations Unies en Bosnie en cas d'attaque. Mais pour l'instant, l'engagement américain reste assez flou. Le secrétaire d'État américain Warren Christopher n'a pas voulu dire quelle serait la nature des forces américaines qui pourraient être engagées, ni quelle serait la nature des règles d'engagement. Il a semblé pour l'instant toujours exclure le recours à des troupes terrestres. Mais les Américains se sont engagés, sans autre précision, mais ils se sont engagés. Deuxième point important, pour la première fois les Américains ne lient plus cet engagement à la levée simultanée de l'embargo sur les armes à destination de la Bosnie, ce qui était évidemment un obstacle puisque les Européens et les Russes ne voulaient pas lever cet embargo sur les armes. Alors pendant ce temps, sur le terrain, les combats ne cessent pas. Exemple, contrairement à leurs promesses, les Serbes ont continué de pilonner Sarajevo, la capitale bosniaque. Bilan 8 morts, plus de 80 blessés, dont le vice-premier ministre bosniaque, Gilles Rabin. Ils avaient promis de ne plus bombarder, ils avaient signé un cessez-le-feu général, comme d'habitude. Ils n'ont respecté ni leurs promesses, ni leur signature. Une voie piétonne, un obus, 4 morts et 30 blessés. Ils, des Serbes ou des musulmans? On n'a pas pu déterminer l'origine des tirs. L'un des vice-premiers ministres du gouvernement bosniaque a été gravement blessé, transporté et opéré à l'hôpital français de Sarajevo. Hier, 17 enfants avaient été blessés sur une aire de jeu. Le cessez-le-feu du 9 mai dernier est jour après jour de moins en moins respecté. Le Cambodge commence à voter demain. Premières élections libres depuis 20 ans. Élections sous haute surveillance de l'ONU en raison des menaces des Khmers rouges qui boycottent le scrutin. Le prince Norodom Sihanouk, président du Conseil national suprême, est aussi le seul dirigeant accepté par toutes les factions. Le prince donc a regagné son pays tout à l'heure pour tenter d'y maintenir le calme. Nos envoyés spéciaux, Dominique Derda et Jean-Jacques Le Garec, ont observé la campagne électorale au Cambodge. Elle s'est plutôt bien passée pour les leaders en campagne. En revanche, il y a eu beaucoup d'exactions et d'incidents dans les villages. Reportage. La fanfare est hésitante, qu'importe, c'est une autre musique qui se joue au Cambodge depuis le début de la campagne électorale. Ranarid, fils du prince Sihanouk et leader du Fun Sin Pek, ne se déplace jamais sans une escorte armée de l'ONU, et il en est de même pour tous les chefs des principaux partis d'opposition. Ultime rempart, les incantations des bonzes qui demandent à Bouddha d'éloigner du candidat les forces du mal. Les casques bleus qui le protègent, tout comme ses propres gardes du corps, savent que si Ranarid était assassiné, le pays basculerait sans doute dans la guerre civile. Ainsi protégé, il peut à loisir dénoncer la corruption du régime de Phnom Penh et revendiquer l'héritage de la popularité paternelle.
Le meeting se terminera sans le moindre incident. Soulagés, les soldats de l'ONU respirent. Les sections spéciales du Parti du Peuple, passées maîtres dans l'art d'éliminer les opposants trop gênants, auront cette fois encore accordé un sursis à une démocratie qu'elles redoutent. C'est justement pour instaurer cette démocratie que l'ONU, depuis plus d'1 an, s'est déployée au Cambodge. La plus vaste opération jamais organisée. Mais il faudrait un casque bleu derrière chaque candidat dans le moindre village pour éviter que ne se produisent des incidents comme celui dont nous allons être témoins. Ces soldats du gouvernement de Phnom Penh ont arrêté un camion loué pour la campagne électorale par le Parti démocratique libéral bouddhiste. Ils n'apprécient guère que le chauffeur, militaire lui aussi, garde son uniforme pour propager les thèses de l'opposition. C'est difficile d'être dans l'opposition au Cambodge? Oui, c'est très difficile. Pour moi, oui. Pour le sous-arrondissement de Krakow. C'est-à-dire pour les communes aussi. Vous avez peur, vous? Oui, maintenant j'ai très peur. Grand peur. Pourquoi vous avez peur? Des militaires, de l'autorité ici. Vous craignez pour votre vie? Oui, la vie c'est très cher. La vie est chère. Il y a bien de quoi trembler en effet, d'autant que le ton monte. Dis-lui de se calmer. Mais on a l'autorisation. Nous sommes donc repartis, à reculons, abandonnant derrière nous un homme qui croyait bien sa dernière heure venue. Finalement, Sissokhvan s'en est tiré, avec une belle frayeur. Nous aussi. Au Venezuela, le président Carlos Andrés Pérez a été destitué. Il est accusé d'avoir détourné les fonds publics. C'est la fin d'une époque pour le Venezuela. Époque marquée d'abord par le boom pétrolier, mais ensuite par la crise. Olivier Lerner. Carlos Andrés Pérez est-il un escroc? Les 20 millions de Vénézuéliens ne vont pas tarder à le savoir. Leur président, âgé de 70 ans, n'est plus président. Il sera jugé par la Cour suprême de son pays dans les mois qui viennent. Malversation, détournement de fonds, enrichissement illicite, les accusations sont graves. Ce vieux routier de la politique, déjà président de 74 à 79, réélu en 88 pour 5 ans, risque une peine de 6 mois à 3 ans de prison. Accusé d'avoir détourné 95 millions de francs de fonds publics, il se défend comme un beau diable et clame son innocence devant les caméras de télévision depuis 24 heures. Mais rien n'y fait. Carlos Andrés Pérez est lâché par tout le monde. Sa cote de popularité est au plus bas. Dans la rue, c'est la joie. Avec des salaires dévorés par l'inflation, les Vénézuéliens pensent pouvoir respirer avec ce départ anticipé. Côté politique, ce n'est guère mieux. Pas une voix ne s'élève pour soutenir cet homme charismatique, exigeant avec lui-même, ardent défenseur de surcroît d'un régime démocratique aux apparences assez solides. En 35 ans de démocratie, au Venezuela, c'est le premier chef d'État contraint à la démission. Il n'y a pas de crime, je ne me suis jamais enrichi, j'aurais préféré une autre mort, a-t-il dit. Il est vrai que politiquement, cet homme est déjà mort. Octavio Lepage, président du Sénat, s'est installé dans le fauteuil présidentiel, théoriquement pour 30 jours. Mais vu son large sourire, on peut penser qu'il va peut-être vouloir rester un peu plus longtemps. Depuis hier, une certaine tension est perceptible dans les rues de Caracas. L'année dernière, 2 tentatives de coup d'État militaire avaient échoué. Jamais 203, prédisent déjà certains démocrates pessimistes. En France, après les catholiques, ce sont les protestants qui critiquent le nouveau gouvernement. Le synode des églises réformées de France demande que le projet de réforme du Code de la nationalité soit purement et simplement retiré. Demain, à l'heure de vérité, il sera certainement question de ce sujet avec Simone Veil, qui en est l'invitée. Le ministre des Affaires sociales et de la Ville est très concerné par ces problèmes. Les problèmes européens aussi, puisque je vous le rappelle, elle a été présidente du Parlement européen. Thierry. Derrière Édouard Balladur, il y a presque toujours Simone Veil. Parce qu'elle est ministre d'État, parce qu'elle a tout de suite donné au gouvernement une réputation rassurante de centriste, parce qu'elle a en main les 2 dossiers les plus urgents, la ville et la santé. Femme de caractère, pour ne pas dire autoritaire, Simone Veil a souvent charmé, voire dompté les Français. Ne l'a-t-on pas appelée longtemps la Madone des sondages? Visage à la Raphaël, mais tempérament à la Zurbaran, elle devra mettre un peu de couleur dans la grisaille des banlieues. Hier, elle imposait sa loi sur l'interruption volontaire de grossesse ou plaidait déjà pour l'Europe.
Aujourd'hui, depuis le 31 mars 1993, elle remplace De Bernard, Kouchner et Tapie et obtient 110 millions de francs pour défendre la ville. Madame Veil, qui n'aime pas les combats faciles, veut restructurer tout le système médical français et humaniser le traitement des malades du sida. Ministre de la cohabitation, elle doit surtout cohabiter avec un autre caractère fort, Charles Pasqua, moins consensuel. 1974, elle est ministre de la Santé. 1993, elle est ministre de la Santé, de la Ville et des Affaires sociales. Même tailleur Chanel, même mots pointus comme des couteaux, même regard de fer, même souci de ne pas perdre son temps. Car Madame Veil le sait, chaque mois, la crise économique résonne un peu plus fort, et pas seulement dans les banlieues. Voilà, demain donc, l'heure de vérité de François-Henri de Virieu aura comme invité Simone Veil, c'est à midi, je vous le rappelle, demain dimanche. Nouvel exemple d'une ville qui se révolte contre la drogue. Après Bagneux, c'est à Lille que ça s'est passé. 200 habitants d'un quartier populaire s'en sont pris à des revendeurs de drogue, des dealers. Benoît Gadré. La scène a pour cadre un quartier populaire de Lille. Ces 200 jeunes en colère chassent de leur cité une voiture dans laquelle 2 revendeurs de drogue auraient pris place. Munis de matraques et de pierres, ils vont ainsi en quelques minutes faire eux-mêmes la police. Bilan de ce raid punitif, 3 véhicules sérieusement endommagés, 3 voitures censées appartenir à des dealers. C'est là l'expression d'un ras-le-bol de jeunes qui se disent écœurés par cette toxicomanie qui envahit leur cité. Il y a les vendeurs de drogue, il y a les acheteurs, il y a tout. Les gens, ils en ont marre. C'est ça, qu'est-ce qui se passe? Les vendeurs, c'est pas seulement des clandestins. Il y en a même des Français qui vendent ça. Il y en a des Français qui achètent, il y en a des Arabes qui achètent. C'est inadmissible. Ce n'est pas possible que ça continue. Donc pour vous, c'était nécessaire? Ah oui. En 2 ans, l'héroïne a pénétré les quartiers les plus défavorisés de l'île avec comme meilleur allié le chômage. Le Nord est d'autant plus touché par ce fléau que la région est proche de la Hollande, ce qui rend la drogue plus accessible. Cet après-midi, la police, tout en surveillant ses échauffourées, s'est tenue à l'écart, dans la crainte de voir ses mouvements spontanés se transformer en scène de lynchage. Une nouvelle manifestation dans le Médoc à Paris à propos de la chasse à la tourterelle, mais cette fois ce sont les chasseurs qui manifestaient. Ils veulent que l'interdiction de la chasse à la tourterelle soit levée. Gilles Marinet, Marie-Pierre Cassignard en Médoc. C'est un premier avertissement. Carton jaune. Monsieur Barnier, carton jaune. On verra s'il faut distribuer un carton rouge. Terminé l'état de grâce, le gouvernement a maintenu l'interdiction de tirer la tourterelle au mois de mai. Colère des chasseurs du Médoc qui se mobilisent et avec eux une vingtaine de départements concernés par les chasses traditionnelles. Ceux-là sont venus du Calvados. Parce que, comme le disait M. Riboulet, demain, ce sera peut-être la chasse de nuit et tout ça. Et nous pensons, nous-mêmes, dans le Calvados, la même chose qu'ici en Gironde. 1500 chasseurs réunis à la hâte pour un meeting national. Une première qui donne des ailes à Georges Riboulet, leader du Médoc, qui se voit déjà envahir les rues des villes. Si vous voulez, moi je vous mettrai 100 000 gars dans la rue. Non, mais ne me prenez pas au mot, parce que si j'organise bien le truc, vous allez voir que ça va se faire. Autre moyen de pression, la présence dans plusieurs conseils régionaux d'élus de la liste chasse, pêche, nature et tradition, la branche politique du mouvement emmenée par André Goustat. Nous sommes présents dans 19 autres départements, ce qui veut dire par là que 5 ou 6 conseils régionaux n'auraient pas la possibilité de fonctionner si nous ne participions pas à la gestion. Voyez le pouvoir que nous avons et nous sommes prêts à en user. Merci d'être venus. Vive la chasse française, une et indivisible. CPNT présentera des candidats à toutes les élections. Leur cible, les bulletins de vote d'1,5 million de chasseurs et leurs familles. Deuxième édition de la fête de la jeunesse à Paris tout au long de ce samedi. Expos, concerts, activités sportives, tout se passait dans la rue aujourd'hui. L'occasion pour les artistes et les autres de se faire connaître. Jean Pézieux, Alain Rapchaud, flânerie. La place des Vosges transformée par des centaines de ballons rouges en champ de coquelicots géants. C'est l'un des 800 projets retenus pour cette deuxième édition de la fête de la jeunesse. Est-ce que je peux avoir un ballon? Pour la plus grande joie des petits, les 2000 ballons seront distribués, faute d'être lâchés. La sécurité aérienne l'interdisait. La place des Vosges devient scène de plein air avec les mimes du théâtre de la Goutte d'Or qui racontent avec beaucoup d'entrain une histoire sans âge, la lutte des partisans du pouvoir en place avec ceux qui le contestent. Nous offrons le plateau technique, tout le support, c'est la mairie de Paris qui le met en place. Et puis ce sont les jeunes qui font la fête au propre et au figuré.
L'imagination est vraiment au pouvoir dans le gymnase Japy, avec ce défilé de coiffures sculptées signé Sylvie Coudray. La plus grande mesure 2,50 m. Coiffeuse et styliste, Sylvie Coudray, 24 ans, utilise tous les matériaux. Laine, mousse, gaine de chauffage, etc. Le carreau du Temple accueille à lui seul 2 manifestations, musicales et sportives. La musique, c'est le groupe Larsen, un groupe de jeunes de la Nation et du lycée Arago. Le sport, c'est le soccer ball, une sorte de basketball qu'on pratique sur des patins à roulettes avec un ballon plus petit de la taille d'un ballon de handball. Pour le groupe Larsen, comme pour la plupart des orchestres, la fête est une opportunité à ne pas manquer. La fête de la jeunesse, c'est bien pour ça, justement, pour que les groupes s'expriment. Hein. Et la fête de musique aussi, c'est bien, mais il faudrait qu'il y en ait plus dans l'année. La polémique sur le match OM Valenciennes qui rebondit. Après ce match, que Marseille avait gagné 1-0 en début de semaine, l'OM avait été accusé de tricherie. Ses dirigeants auraient voulu acheter les joueurs valenciennois pour qu'ils laissent filer le match. Alors hier soir, les dirigeants de Valenciennes ont voulu calmer le jeu en disant qu'il n'y avait pas de preuves et que l'affaire était close. Mais Jacques Glassman, le joueur de Valenciennes qui le premier avait fait des révélations, persiste et signe. Il vient de donner des précisions en exclusivité à Alain Vernon et Pascal Ponce. Ce soir, Jacques Glassman, le défenseur de Valenciennes qui accusait Marseille de corruption dès jeudi, accepte pour France 2 de révéler les noms des protagonistes de cette affaire, qui commence par un coup de téléphone à l'hôtel de Jacques Glassman la veille du match. Il s'agit de Jean-Jacques Edli au téléphone, de Christophe Robert et Jorge Boruchaga dans la chambre. J'arrive dans la chambre de Christophe où Georges était allongé sur le lit. Et donc on commence à discuter de ça. Et bon, le téléphone sonne vers, je sais pas, 21h, 21h30 quoi. Moi, M. Bernès, je l'avais jamais eu au téléphone avant, même maintenant, je pense que c'est lui et je verrais mal pourquoi Jean-Jacques me dit que c'est Bernès et que ce soit une autre personne. Je pense sincèrement que c'était M. Bernès. Cette personne qui serait Jean-Pierre Bernès vous propose quoi? Il me propose une somme d'argent et certains avantages si je laissais les Marseillais passer ou si je jouais pas sur ma valeur, quoi. Est-il vrai que cette personne qui se faisait passer pour Jean-Pierre Bernès vous a proposé 200 000 francs? Oui, c'est exact. Étiez-vous, oui ou non, dans la chambre ce soir-là avec Jacques Glassman? Non, non, pas du tout. Je n'étais pas avec lui, d'ailleurs je fais chambre tout seul. Donc, bien sûr que non, je n'ai pas été avec lui. Georges, entre Jacques et vous, il y a donc un menteur. Il y a un menteur. Je ne sais pas qui sera le menteur, mais moi je suis sûr que je ne le suis pas. Il y a quelque chose de bizarre, donc on saura la vérité. La vérité qui effraie un peu plus Jacques Glassman lorsque Jean-Jacques Edli, le Marseillais, tente de le convaincre à nouveau d'accepter l'offre de l'OM. Jean-Jacques Edli vous a affirmé au téléphone que l'Olympique de Marseille avait l'habitude de rincer, entre guillemets, les arbitres, c'est-à-dire de payer les arbitres. L'a-t-il dit oui ou non? C'est vrai qu'il a abordé un peu ce sujet. Il a dit que de toute façon, ça se passait régulièrement chez eux. Et puis, voilà. Voilà, ce soir, Jacques Glassman espère qu'il ne regrettera pas ses propos et qu'il sera surtout soutenu jusqu'au bout par ses dirigeants. Affaire à suivre en tout cas. Vite, on va au Festival de Cannes qui approche de la fin. Nouvelle star, nouvel événement sur la croisette. Michael Douglas en personne. Le film dans lequel il joue est l'un des favoris pour le palmarès. Ça s'appelle Chute libre. C'est aussi un film qui dérange car il traite de la violence au quotidien. Nicole Cornu-Langlois. Un homme ordinaire bascule en chute libre dans la violence meurtrière. Une composition étonnante de Michael Douglas. Votre père a écrit que c'était votre meilleur rôle. Il pense que jouer un tueur vous convient mieux que jouer un gentil. Ah, il a raison, absolument. Je ne pense pas que c'est moi personnellement, mais quand on fait un rôle méchant, c'est plus intéressant. Excédé, harcelé, épuisé, qui n'arrivait un jour de tout planter là, de tout faire exploser. Where do you think you're going? Going home. C'est un homme qui a perdu la foi. Il n'accepte pas son divorce. Il me rappelle un peu cet homme aux environs de Paris la semaine dernière.
qui a pris des enfants en otage. Et je crois que ce qui dérange les gens, c'est qu'à certains moments, ils ont l'impression qu'il s'agit de quelqu'un qu'ils connaissent. Come on. But eat your lunch, please. Eat your lunch. You all need your vitamins A's and B's and... It's an accident! It's an accident! It's a trigger. It's sensitive. It's okay. It's all right. It's just... Encore un sujet qui va soulever des polémiques. Tant mieux. J'aime provoquer des sentiments, que ce soit à cause du sexe, de peur ou de colère. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment. J'aime quand le film est fini, que les gens en parlent et qu'ils ne l'oublient pas. Un prix d'interprétation masculine serait le bienvenu pour cet acteur qui adore jouer avec les ambiguïtés, mais aussi avec le feu. Si on a le noir et le blanc, je préfère gris. Michael est un homme profondément complexe. Et je crois qu'il a tout en lui. L'instinct primitif et l'instinct sophistiqué. Je suis très intéressé avec cette combat. Mais vous n'êtes pas gris dans la vie? Dans la vie, non, parce que je suis gris dans le film. C'est sûrement blanc comme ma vie. Cannes, c'est aussi un énorme marché, celui du cinéma, avec à la clé une bagarre sur les droits d'auteur. Le droit américain veut en effet s'imposer et les professionnels français réagissent sous l'égide de la SACD, la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques. En gros, pour les Américains, le film n'est qu'un produit. Pour les Européens, c'est autre chose, c'est un art, c'est une expression. Michel Strulovici, Jean-François Chevet à Cannes. D'un côté, le droit d'auteur français. De l'autre, le copyright américain. En jeu, la survie du 7e art en France. Sur la croisette, les professionnels du cinéma sont inquiets. Les grandes compagnies américaines vont-elles l'emporter? Mais la résistance s'organise. Laurent Heinemann, à qui l'on doit notamment La Vieille Dame qui marche dans la mer avec Jeanne Moreau et Michel Serrault, Laurent Heinemann est l'un des très nombreux signataires de la pétition lancée par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD. Dans une tradition européenne, le droit d'auteur qui vient de la Révolution française, qui vient de Beaumarchais, c'est un droit où l'auteur est toujours propriétaire moral de son œuvre. Il est associé à la fortune de son œuvre. Que ça marche ou que ça marche pas, c'est toujours lui le propriétaire moral de son œuvre. Dans le copyright américain, ce droit est vendu ou peut être vendu, et c'est donc le producteur, celui qui a payé, qui possède l'œuvre comme une marchandise. Alors par exemple, Les Misérables de Victor Hugo sont toujours Les Misérables de Victor Hugo. Mais dans le système juridique américain, Les Misérables appartiendront à la personne qui a payé l'édition du livre de Victor Hugo. C'est ça la différence. L'enjeu, un sacré jackpot. Pourtant, le déséquilibre est considérable entre le chiffre d'affaires en ce domaine des USA en Europe et celui des Européens outre-Atlantique. La différence est de 3,5 milliards de dollars, c'est-à-dire de 18 milliards de nouveaux francs. Et vous pensez bien qu'à des sommes pareilles, les Américains souhaiteraient pouvoir instaurer en Europe un système juridique qui leur permette d'acheter tranquillement les œuvres et de ne pas avoir à se soucier des auteurs, c'est-à-dire de ceux qui l'ont fait. Et il est évident que nous ne pouvons pas ne pas combattre cette option, et nous sommes soutenus en ça par les auteurs américains qui eux-mêmes veulent se faire reconnaître le droit d'auteur comme droit moral. Les plus grands ont signé la pétition, de Spielberg à Lukács, en passant par Kevin Costner et Paul Newman. Les cinéastes français ne sont donc pas seuls, d'autant que les producteurs se joignent à eux. Si l'auteur n'a plus son droit d'auteur, il n'a plus de raison de faire des films, il va faire des livres, il va faire de la peinture, il va faire de la musique, il va travailler à l'usine, mais à ce moment-là, il n'y a plus de cinéma européen. Pour l'heure, ce cinéma est toujours bien vivant, dans sa diversité. L'offensive américaine se heurte à l'opposition des professionnels et des pouvoirs publics, mais il y a danger. Voilà, et on termine par la musique qui en principe adoucit les mœurs, l'enregistrement d'Othello, l'un des opéras les plus populaires du répertoire. C'est Plácido Domingo qui tient le rôle titre, et Domingo a choisi d'enregistrer avec la troupe de l'Opéra Bastille à Paris. Michel Perrault, Jean-Marc Sursin, séance d'enregistrement. Quelques recettes pour enregistrer le rôle d'Othello. D'abord de la souplesse, un peu de café, des mouvements de décontraction, recafé, beaucoup de concentration et une tension de tous les instants, encore une tasse.
Et puis bien sûr, l'expérience vocale et dramatique de Placido Domingo. En acceptant le rôle d'Othello en novembre 91, Domingo est la première star populaire internationale à faire réellement confiance au jeune opéra Bastille. Et puis, en juillet 92, c'est le drame de Séville. Au cours de répétitions, le décor s'effondre, une choriste est tuée, plusieurs autres grièvement blessés. Domingo est là. J'étais tellement attentif, chaque musicien, chaque artiste de chœur. Et nous sommes allés très souvent à l'hôpital ensemble. Et nous étions extrêmement touchés par son humanité, disons. Alors, nous étions ensemble dans les jours tristes. Il faut être ensemble maintenant dans les jours où on peut créer quelque chose qui était sans doute une des plus grandes productions que je me rappelle que je faisais ici à Paris, cette production d'Othello. Fin de cette édition, dans quelques minutes, la météo de Nathalie Riouet. Beau temps, en principe demain, sauf sur la Bretagne encore, où il fera tout de même un petit peu meilleur. Dernière édition, Catherine Sellac, un peu avant minuit. Bonne soirée sur France 2, à demain, dès 13h.